Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Cercle. Merci à tous pour votre soutien déjà très grandissant sur les réseaux sociaux. On a eu plein de bons retours, notamment la dernière vidéo sur le flic avec Nelson Reinhardt. Voilà, on a vu que ce genre de contenu vous plaisait aussi. Aujourd'hui aussi, on va avoir beaucoup de débats, beaucoup de règles à discuter. Et dans le cercle aujourd'hui, j'ai plein d'invités qui sont finalement les chroniqueurs, notre team du cercle. Vous avez l'habitude de les voir autour de moi. Il y a celle qui, pour qui la troisième mi-temps est aussi importante que les deux premières. C'est Lucie Bren. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue dans le cercle pour la deuxième fois. J'ai envie de dire bienvenue dans le cercle, mais vous êtes déjà tous des grands habitués. Il y a celui pour qui la préparation du cercle prend plus de temps que son boulot de papa. Maintenant, c'est Tanguy Cosen. Bonjour Tanguy. Salut les gars. C'est pas faux ce que j'ai dit. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de négociations qui se font en direct, en coulisses même. Et d'ailleurs, on remercie Ladbrokes Live de nous partager ces nouveaux studios. Vous l'avez directement remarqué. On n'est pas dans notre petit canapé cosy. On est dans un beau studio ici qui fait vraiment nickel top niveau. Et quand on parle de nickel top niveau, il y en a un qui est passé des entraînements physiques à des entraînements tranquilles où il peut siffler tranquillement dans son sifflet. C'est notre ami Tanguy Zimmer. Bonjour Tanguy. Bonjour à tous. Et on termine avec celui qui était irradié, m'a-t-il dit, tout le week-end du côté de Verviers. C'est notre ami PDM. Comment va PDM ? Je vais très très bien et très content d'être dans ce beau studio. Ça fait plaisir. Mon cher PDM, vous avez eu un gros week-end, mais il n'y a pas que vous qui avez eu un gros week-end. Il y a aussi nos Red Lions qui ont été top niveau, qui nous ont peut-être offert l'un des matchs les plus beaux, cette remontada 5-4 contre l'Australie, c'était magnifique. En plus de ça, contre les Pays-Bas, ils avaient réussi à valider leur ticket olympique. Qu'est-ce que ça va changer pour nos Red Lions d'avoir déjà ce ticket olympique, Tanguy ? Toi qui as peut-être déjà été dans cette situation-là, d'avoir cette garantie 2 ans avant le tournoi, qu'est-ce que ça change dans la préparation ? À court terme, je pense que ça leur donne en tout cas cette espèce d'aura pour la Coupe du Monde sur laquelle ils vont pouvoir surfer vu qu'ils sont numéro 1 en tout cas sur la Pro League. Donc ça veut dire qu'ils partent favoris pour cette Coupe du Monde, vu en tout cas la régularité et la constance de leurs résultats. Et puis en 2, c'est plus le calendrier. On en a déjà beaucoup parlé là dans les médias, etc. C'est vrai que ça va leur offrir en tout cas plus de temps pour préparer l'échéance olympique de Los Angeles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au lieu d'aller préparer un tournoi qualificatif olympique, ils vont pouvoir aller se frotter où ils veulent sur le globe, en tout cas pour pouvoir entraîner là où le bas blesse chez eux. Donc on va voir comment ils vont programmer ça, mais c'est vrai que connaissant Shane, il va d'office réfléchir à une sorte de camp, le camp d'entraînement de 2-3 semaines dans un pays où il fera en tout cas une bonne température pour pouvoir en tout cas se préparer pour les JO de Los Angeles. Est-ce que tout le monde considère ça comme un avantage, ou on se dit peut-être que quand on est un petit peu dans l'urgence de devoir aller chercher ce ticket olympique plus proche, on est plus proche du moment de la sensation des JO par exemple ici ? Ouais, moi je reprends un peu avec ma connaissance en Red Panthers où il y avait justement aussi cette qualification à 6 mois des Jeux de Paris. Ça reste un stress supplémentaire que forcément si cette qualification est déjà acquise, il faut plus stresser, on se focus sur les derniers détails à la place de se focuser sur des matchs peut-être contre des équipes qu'on n'a pas besoin de jouer, quoi. Donc non, c'est une très bonne chose. C'est la Fédé qui doit être contente. Ils vont économiser 150 000 € pour ne pas aller dans un qualificatif qui peut être en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Argentine. Ouais. Et je pense aussi, surtout pour les Jeux Olympiques, ça permet aussi à l'équipe nationale de tester des nouveaux joueurs comme Nicolas Poncelet, William Guillain, Marine Vanel, on en parlait. Est-ce qu'on va les rappeler à partir de septembre, à partir de janvier pour cette prépa de la Coupe d'Europe en août et puis pour les Jeux Olympiques. Mais c'est sûr que gagner la Pro League permettra beaucoup de choses à cette équipe. Maintenant, est-ce que c'est encore les favoris numéro 1 pour la Coupe du Monde ? On voit que ça va quand même être vraiment chaud. Le niveau, il est là. Mais l'avantage de la Belgique, c'est qu'ils ont eu cette régularité durant toute la saison de la Pro League, que les équipes comme l'Allemagne, comme l'Argentine, comme les Pays-Bas, ils ont testé plein de joueurs. Donc ça aussi, c'est une des forces de la Belgique, c'est qu'ils gardent leur noyau tout le long de la saison. Ouais, mais non, je pense pas que c'est parce que tu gagnes la Pro League que tu deviens, comme l'a dit Zim, que tu deviens favori pour la Coupe du Monde. Ça non. Et moi, ce que je trouve bien, surtout avec ce ticket olympique, c'est surtout que là, ça veut dire que sur 2 ans,
t'as des mecs qui vont être déterminés et la concurrence va être énorme et ils vont être hyper chauds pendant 2 ans à vouloir tout faire pour aller aux Jeux Olympiques. Et en plus de ça, les JO, c'est quand même à Los Angeles, c'est quand même un peu une ville de rêve, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est tellement bien d'avoir ça maintenant, quoi. Ça veut dire que là, ils peuvent se projeter dans 2 ans et se dire, vas-y, let's go, quoi, on donne tout pendant 2 ans non-stop. Ouais, du coup, moi, je pense aussi que ça ne m'étonnerait pas que Shein propose en tout cas une sorte de stage aux États-Unis ou même à Los Angeles, probablement pour aller voir un peu, prendre la température. En 2028, ça? Ou un peu plus tôt déjà? Du coup, plus tôt, pour un peu donner aux joueurs envie, parce que c'est vrai que LA, ça doit être. Enfin, j'ai jamais été, mais ça doit être une super ville. Bon, après, c'est les États-Unis. Bon, moi, j'adore. C'est chaud, hein, parce que aller aux États-Unis en hiver, parce que quand tu vois le calendrier, ça veut dire que c'est en janvier. Donc, Ouais, mais du coup, ils vont pouvoir choisir un peu le moment où ils y vont. Ouais. Mais ouais, ça peut être intéressant. Après, dans le passé, je sais que avec Lulu, on allait souvent à Cape Town aussi. Je sais pas si tu l'avais fait, moi, j'ai jamais ce stage-là. Ce stage-là, ouais. on le faisait avant. Franchement, c'était génial aussi. Mais c'était 3 semaines de dur labeur. Mais franchement, c'est le genre de destination, à mon avis, que Shein va vouloir choisir pour un peu peaufiner son équipe et en effet tester des nouveaux joueurs, parce qu'à mon avis ça c'est sûr et certain, de nouveaux joueurs rentreront. Je pense que la période hivernale ici, ils vont d'office aller dans les 2 ans qui vont arriver, ils vont d'office aller en stage quelque part. C'est un peu ce qu'ils ont tout le temps fait au final. Parce que s'entraîner en Belgique, après... Oui, mais est-ce qu'ils peuvent faire aussi du style, par exemple, tu dis à De Slover ou à Van der Ren ou à Wenny, voilà les gars là, vous reposez, la Coupe du Monde est finie, machin, on va tester lui, et je pense que ça, c'est ça qui peut vraiment être cool aussi, quoi. Alors, les joueurs que Zim a dit, ou même des encore plus jeunes, pour préparer l'après Los Angeles. Même. Ouais, ils avaient fait ça. Tu te rappelles pas, ils avaient fait Tokyo and Beyond. Ils avaient fait un development squad où ils étaient aussi partis en Afrique du Sud tous. Je me rappelle, il y avait encore Lewis Seaton qui faisait partie de cette équipe-là. Et ils étaient partis en stage avec l'équipe nationale. Ils avaient fait des matchs. On avait été en Australie. Maintenant, il faut pas oublier l'Indian League aussi. Mais ça, l'Indian League. Il y en a tous qui ont encore leur contrat. Non, mais c'est vrai qu'en effet, physiquement, t'en parlais aussi PDM, tu peux vraiment, on va dire, charger ton année d'une différente manière plutôt que d'avoir trop de choses et de finalement passer un peu à côté de ton sujet, d'être en forme, d'être frais, etc. Et on en parlait avec Tom aussi, où il a fait l'Indian League, il a fait le championnat, il a eu une dure année. C'est vrai que sur ces profils-là, Shein va pouvoir dire voilà, moi je veux le meilleur Tom Bone de tous les temps à LA. Qu'est-ce que je vais lui proposer? Voilà, ça va être le genre de débat, à mon avis, que le staff va avoir pour qu'il soit dans le meilleur shape possible, comme il est actuellement d'ailleurs, mais pour l'avoir encore à un top niveau à Los Angeles, quoi. On a dit que c'était une très bonne chose pour le futur d'avoir déjà ce ticket olympique maintenant. Est-ce que c'est un avantage direct pour la Coupe du Monde? Parce que même si la Pro League, dans la plupart des têtes des équipes et des nations, c'est pas le tournoi spécialement remporté, sauf si on a la possibilité directement de valider ce ticket. Mais est-ce que du coup, les Australiens, les Néerlandais maintenant n'ont pas plus la rage de dire ok, les Belges sont chauds, maintenant on va remettre aussi nous un taquet pour essayer de passer devant parce qu'on a maîtrisé pendant une année une compétition? Pas finalement notre désavantage d'avoir gagné ce ticket justement juste dans l'instantané là maintenant d'une Coupe du Monde? Sim, tu n'as pas l'air inquiet par rapport à ça en tout cas? Non, je pense que c'est deux compétitions complètement différentes et la Pro League c'est vraiment sur une année complète et une Coupe du Monde, ça reste une Coupe du Monde, quoi. C'est des matchs à coup près, en plus il y a un nouveau format. On en reparlera plus tard. Le chemin il va être long, hein, pour les Red Panthers et les Red Lions. Ça va vraiment pas être facile, donc ils devront remettre, on va dire, le curseur à zéro et recommencer, on va dire, ce qu'ils ont fait en Pro League. Moi, je crois que c'est ça qui va être le plus dur. C'est comme pour les filles aussi, on en parlera après. C'est de remettre un peu ce curseur à zéro, et je pense que sur les 4 derniers matchs Australie-Pays-Bas, on a quand même, en tout cas chez les Lions, on a perdu des points contre, rappelle-moi, le PDM contre l'Australie, par exemple. Et là, je pense que c'était le match où on devait se qualifier pour les JO, et voilà, tout le monde était un peu déçu parce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils gagnent, et au final il y a eu ce petit couac où on se dit tiens, ça pourrait nous arriver dans 2 mois en août. Donc ouais, moi je pense que c'est un bon wake-up call, c'est un super ticket, mais en tout cas ça, en effet, ça représente pour moi rien en tout cas de ce qui va se passer à la Coupe du Monde, parce qu'on a vu que sur un match l'Australie peut nous battre, sur un match les Pays-Bas peut nous battre, et sur un match je pense que l'Espagne aussi peut nous battre comme ils l'ont déjà fait avant. Mais je comprends pas quand tu dis remettre le curseur à zéro pour la Coupe du Monde. C'est quoi quand tu dis ça va être difficile de remettre le curseur à zéro? Je pense, je te prends
prends l'exemple de en DH cette année, le Watt était champion. Je pense que pour l'année prochaine, ils partent avec un petit avantage mental, par exemple. Ouais, ok. Et donc, tu affrontes les champions. Et je pars du principe qu'en Coupe du Monde, peu importe qui la Belgique joue, voilà, on est clair qu'ils passent pour moi aujourd'hui pour les favoris, vu qu'ils ont été les plus cohérents, les plus constants durant les 15 derniers matchs amicaux déguisés de la Pro League. Maintenant, je pense quand même que toutes les équipes vont considérer que tu as les Pays-Bas qui sont... Les équipes qui vont jouer l'une contre l'autre vont considérer que c'est quand même les Pays-Bas qui sont, je pense, les favoris. Ouais, mais bon, si je reprends le... Parce qu'ils ont fait des tests, les Pays-Bas. Je sais, mais on en reparlera après avec l'interview de Jeroen Delmé qui était méga intéressante là, dans le soir, grâce à Laurent Toussaint d'ailleurs. On en reparlera, mais c'est clair que sur les JO de Paris, par exemple, les Pays-Bas ont gagné. Qui a gagné la Pro League juste avant? Les Pays-Bas. Pour moi, ça donne quand même une information, un petit curseur, un petit truc où est-ce qu'on est occupé à bien travailler? Oui. Maintenant, ça garantit pas d'aller au bout, on le sait. Non, ça non. C'est un peu l'idée, quoi. On est d'accord. On est tous d'accord ou pas, peut-être, sur les réservistes qui seraient les deux choisis par Shane McLeod. On avait quelques sûretés quand on avait fait notre premier épisode il y a quelques semaines de cela. En disant, voilà, au niveau des attaquants, on avait fait un petit peu notre hiérarchie. Ça a un peu changé. Il y a eu certains qui étaient moins efficaces que d'autres. On parlait notamment un petit peu de Duvaucourt qu'on mettait bien directement dans le top 3 parce qu'on s'est dit, avec la saison qu'il fait, il est au-dessus du lot. Et en la Pro League, on l'a senti moins à son aise. On avait parlé de cette différence entre le club et l'équipe nationale. Est-ce que vous avez un ressenti sur les deux réservistes, un petit top et flop de ce bloc Pro League? Est-ce que quelqu'un veut se lancer directement? PDM, je te sens chaud. Ouais, je vais aller là-dessus parce que c'est solide. C'est hyper difficile les choix, etc. Donc on a fait le débat 18-20, donc on a bien compris qu'ils partiraient, donc ils seront à 18. Il y en aura deux qui vont rester, donc qui seront deux qui seront avec eux, mais qui seront sûrs de ne pas jouer. Et donc je pense qu'il y aura Hugo Labouchère qui sera réserviste. Et par contre chez les attaquants, donc moi à la base j'étais plus Krols, Duvaucourt, Onana. Puis plus on avançait, plus je trouvais que Krols a fait des bons matchs. Et en plus on prend un peu les échos. Apparemment Krols c'est quasi sûr, il est dedans. Et Duvaucourt il a fait des matchs beaucoup plus compliqués en Pro League, alors que on en reparlait c'était il y a un mois et demi le podcast. On était tous sûrs qu'elle allait être dedans. Et maintenant toutes les cartes sont un peu rabattues. Et donc on va se dire ça va se décider entre Duvaucourt et Onana. Mais moi je me suis dit pourquoi pas enlever Vloebergs, on met Foubert dans le milieu et tu prends tes attaquants. Et pourquoi ça? Comme ça en même temps tu prends l'expérience, parce que Vloebergs je pense qu'il n'a pas encore de tournoi. Non. Il n'a pas encore de tournoi. Après, peut-être que Foubert non plus, hein, il n'a pas fait les championnats d'Euro l'année dernière. Mais bon, Foubert, il est vraiment très très solide. Et tu gardes alors tes attaquants, parce que je pense qu'ils n'arrivent pas vraiment à faire un choix avec ces fameux attaquants. Et je ne sais pas si Vloebergs, sa place, elle est sûre et certaine non plus. Moi, j'ai l'impression que si les trois attaquants qu'on mettait en balance, Onana, Krols et Duvaucourt, au final, ils ont aussi. Il n'y en a pas un qui s'est surpassé, il n'y en a pas un non plus qui a été plus flop que l'autre. Donc, non. C'est un peu la question, et en effet, chaque coach je sais pas, peut-être qu'il voit un truc aussi qu'on voit pas à l'entraînement, des connexions intra, etc. Donc c'est un peu chaud, et en effet, parfois les premiers tournois peuvent un peu jouer dans les sélections et le manque d'expérience, on va dire. Ouais, mais moi ce que je comprends pas, c'est que si jamais il fallait faire un choix avec les attaquants, là il n'y a plus de matchs jusqu'à la Coupe du Monde. À part des amicaux, probablement. Quelques matchs amicaux, mais donc comment il va maintenant se décider avec des matchs amicaux? L'entraînement, les intersquads. Ouais, mais les entraînements, est-ce que tu juges vraiment sur les entraînements? De toute façon, ce qui va se passer là maintenant, c'est qu'il y aura un schéma simple que Shane va partager au groupe en disant voilà, tu as mérité, 3 minutes par carton pendant la Coupe du Monde. Je prends l'exemple de Vloebergs parce que je pense que c'est ça qui va se passer. C'est que soit il joue 3 minutes, même par mi-temps. Qui a été bon en plus. Ouais, peu importe, mais dans l'idée de Shane, c'est ça qui va se passer, c'est qu'il y aura ces deux réservistes, et puis il y aura encore ce 18e qui ne jouera pas non plus, en fait, parce que ça c'est la réalité. On a regardé les derniers matchs, Nico de Kerpel était un peu plus au repos aussi, il y avait des quarts où il jouait quasi pas, puis c'était l'un, puis c'était l'autre, donc on a bien vu qu'au final, on a parlé 18+2, mais pour moi, il y a même le deuxième gardien plus ce joueur, donc en fait c'est un 16 plus 4 quasi en fait. C'est un peu la dynamique de Shane, au final, du coup à 17 joueurs et un qui. Et donc c'est un peu ça qui va se passer, donc on va voir. Et toi tu mettrais qui alors?
Bah, du coup, moi, je pense que je reste sur mon idée. En effet, je pense que Labouchere sera réserviste. Et je pense que ce sera ou Onana ou Dufcotte qui seront réservistes. Même si je pense que ce sera Onana vu les récentes prestations contre les grosses équipes. Mais après, voilà, c'est de nouveau une question de goût. Mais voilà, après, je suis sûr que Shane va penser d'abord à l'équipe et je pense qu'un Roman Dufcotte en réserviste, ça lui fera beaucoup plus mal qu'un Nelson Onana. Et donc je pense que c'est ça qui va aussi jouer dans l'équilibre du groupe. Parce que je sais que le groupe aussi est fort derrière Roman parce qu'il a déjà fait des gros matchs. Et c'est vrai que Nelson, il était un peu dans une phase descendante, on va dire. Ouais. Moi, ce qui est bien, c'est que normalement, je suis souvent d'accord avec Tanguy, mais là, je suis d'accord avec PDM. Ouh là là, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est le nouveau studio, à mon avis. Non, moi, je pense qu'il va... Les qualités d'Onana défensives sont vraiment importantes pour la Belgique. D'accord aussi. Shane, je pense, est assez intelligent pour lui dire qu'il a un rôle, c'est de défendre. Et puis, je sais que tous les autres attaquants ont un autre rôle, c'est de donner la balle à Tom Bone dans le cercle. Et je pense qu'il est très bon là-dedans et il le fera très très bien. Comme du Vocotte. Donc je pense que je rejoins aussi PDM ou Vloebergs dans le milieu. J'ai trouvé ça un peu simpliste. C'était, voilà, il n'y avait rien de spécial. On sait qu'on peut mettre Balthazar, on sait qu'on peut mettre De Kerpel, on sait que Foubert peut descendre dans le milieu. Foubert exceptionnel. Moi, j'allais dire, pour moi c'est mon top de la Pro League. Il me fait penser à Florent Van Obel, moi. Vraiment, c'est de ouf. Et puis moi j'ai mis quand même un top, on le cite pas, mais Tom Bone, c'est magnifique. Il nous a mis quelques cartes. Déjà parce qu'il joue au Léo. Sans la vidéo, ou parce qu'il joue au Léo. Il a défendre Onana et Tom Bone, les deux qui jouent au Léo. Bizarre. Lucie, t'avais un top ou un flop particulier de ce bloc Pro League? Quelque chose qui t'a marqué? Non, pas spécialement. Moi j'ai été fort marqué plus du collectif depuis le début des Lions, du jeu en passe qu'ils ont, zéro déchet technique. Ou très très peu, et ça je pense que c'est mon top de tout. Et flop, oui, je les connais pas plus que ça. Vloebergs je l'ai pas vraiment vu non plus, mais après c'est dans Vloebergs, c'est normal qu'on le voit pas trop non plus. Il arrive en équipe nationale, il se retrouve avec Wenier, Van de Sel et De Sauveur dans le milieu. Évidemment qu'il va pas faire des trucs spéciaux. Il va et surtout il a peu de temps aussi pour se montrer. C'est hyper compliqué. On lui propose 3 minutes par quart, voire par mi-temps. Et c'est là où on voit que la sélection est hyper difficile. Et donc par défaut, ce serait potentiellement ce qu'on ferait, mais c'est quand même. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que Shane n'arrive pas à se décider non plus, quoi. Qui fait durer le suspense. Ouais. Tu penses que dans sa tête il a déjà choisi Tanguy, toi qui le connais bien? Ouais, d'office il a choisi. Après, je pense qu'il réfléchit plus à la manière dont il va l'exprimer, le connaissant, mais ouais. Moi derrière j'avais juste parce que c'est vrai que Lulu avait parlé de Tommy Willems à l'épisode précédent et du coup je l'attendais un peu au tournant là pour l'Australie et les Pays-Bas et je me suis dit mais en fait on n'a pas le même Tommy Willems qu'au Watt. C'est normal. C'est normal parce que c'est un autre contexte et c'est un autre rythme et plein de nouvelles choses pour lui. Maintenant, voilà, pour la Coupe du Monde, on est là pour prester aussi. Et j'ai vu que Shane a changé aussi un peu avec Max Vanos dans l'axe. Alors que d'habitude, Max Vanos jouait beaucoup back droit. Donc Tommy avait basculé même back gauche. Donc je sais qu'il a tenté plusieurs choses parce que même Hugo Labouchere a joué back droit alors qu'il ne joue jamais back droit. Donc on a vu quand même des trucs un peu changer avec des tests pour voir comment l'équilibre de l'équipe fonctionnait mieux avec Arthur de Slover au milieu. Et quand Tommy était dans l'axe avec Arthur Van Doren, c'était compliqué. Donc... je sais pas, je trouvais ça pas hyper limpide, hyper propre. Et de nouveau, voilà, c'est juste un constat. Et je pense que Shane y réfléchit aussi. Et je sais que les joueurs entre eux aussi se disent, ouais, comment trouver cette bonne balance, cet équilibre? Parce que c'est vrai que voilà, Tommy flique beaucoup, mais est-ce qu'il reçoit assez de balles d'Arthur Van Doren pour pouvoir fliquer? Voilà, c'est toujours la même chose. C'est de nouveau, on n'est pas au What Ducks, sinon il n'a pas Max Van Oost à côté de lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, mais je trouve l'avantage d'avoir Tommy et Max, c'est que s'il joue avec Max et Van Do, ça va être beaucoup au sol, beaucoup moins de longues passes. Et on voit quand même que Tommy arrive à trouver ses flics dans le dos. Ouais, mais pour moi, ça reste lent et ça reste pas son jeu, pas son game. Et donc, du coup, tu perds un peu la force que lui a de pouvoir sortir facilement, comme Loïc Leupart faisait à l'époque. Moi, il me fait penser à Leupart. Oui, je sais, mais alors pourquoi ça marche pas si bien? Mais
moi j'ai quand même surpris, toi qui as joué en Red Lions, tu jouais exactement en Red Lions comme tu jouais en club, surtout à une place où tu joues, enfin là toi tu jouais pas derrière, mais là il jouait derrière, à côté du meilleur joueur du monde. C'est normal que tu joues à côté du meilleur joueur du monde, on te demande pas de prendre toutes tes responsabilités et d'être le magicien qu'il est au Wadox. Ouais, le mec il fait son job, il envoie les flics quand il faut envoyer les flics. Et il joue pas toujours à sa place non plus. Et en plus, il change tout le temps de place. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça le challenge. Et Lulu en parlera aussi. C'est comment est-ce que toi, tu peux t'exprimer dans ce contexte-là du mieux possible. Et moi, mais c'est quoi s'exprimer du mieux possible? C'est ça la question. Voilà. Mais moi, je pense que c'est un truc hyper profond à travailler en soi. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai vu des 4 matchs, les 4 derniers, où je me suis dit, tiens, on va voir comment ça se passe un peu en défense. Pour moi, on n'était pas. Mais tu mets qui derrière? C'est qui tes 4 derrière alors? Ben, je sais pas, ça veut pas dire que je change. Ouais. Ça veut juste dire, on n'y est pas encore, quoi. Je réfléchis, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche, et en tout cas que ce soit plus limpide, plus fluide, sorry. Bah, pour reprendre un peu et aussi en avoir discuté avec Tommy par la suite du podcast, en effet, il avait un point quand même intéressant qui disait que le jeu que tu as en équipe nationale, c'est pas forcément celui que tu as en club, et fatalement en club, au WAD, c'est Max, Tommy qui doivent faire le jeu avec l'aide des autres, et tandis qu'en équipe nationale, fatalement, tu as un De Slo, tu as un Vando qui sont quand même des bases importantes, et pour le moment, le système de jeu de l'équipe, des Red Lions, c'est pas de passer par les bacs d'aile, c'est être blindé dynamique à la balle, tout le monde se retrouve limite en défense à être dans le bac 4 tellement tu bouges. Donc à voir comment en effet on pourrait utiliser plus le flic de Tommy, parce qu'il en a fait quand même pas mal des bons pendant la Pro League à des bons endroits, donc il faut juste voir comment l'utiliser correctement et comment lui peut s'utiliser, se mettre à disposition de l'équipe, quoi. Moi je rebondis encore sur le goal de Tom en revers, là où il passe à côté du gardien contre l'Australie. Il regarde jamais le goal, là. Mais non, mais la passe d'Arthur Van Doren, elle est dingue, on le sait. Je suis certain que Tommy Willems est capable de le faire, mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu au moins une ou 2 fois pendant... il est aussi il est aussi jeune dans cette équipe. Je sais, mais bon, moi, on va jouer une Coupe du Monde et je me dis, tiens, je sais pas, quand Félix Denayer est arrivé en équipe nationale à 18 ans à Pékin, moi je regardais les matchs, il a joué direct, incroyable, ok, c'est pas donné à tout le monde, mais je me dis, tiens, j'ai envie de plus, quoi. Oui, mais je le défends pas non plus parce qu'on s'est un peu frité, on va dire, mais je veux dire, après il avait eu quand même un point intéressant, et c'est aussi ce que demande le coach. Le coach lui demande peut-être pas de faire ce genre de passe. Le coach demande peut-être de fliquer ou de faire son jeu, etc. Mais c'est aussi à voir quel est son rôle dans l'équipe. Fatalement, un Vando peut faire 10 fois la passe et en rater peut-être 3, tandis que si un Tommy le fait, c'est un peu moins bien vu, entre guillemets. Donc c'est un peu à voir aussi la place du coach que lui laisse le coach, quoi. Voilà qui conclut notre page Red Lions. On en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, les Panthers à leur tour. La sélection aussi peut faire débat, car il y a beaucoup de choix possibles. On a quand même eu pas mal de joueuses testées. On a notamment une qui était passée un peu sous les radars, c'était Perrine de Klerk. Alors je vous avoue qu'avant le premier bloc, je l'avais vue jouer quelques minutes et elle passait un petit peu sous les radars, comme je l'ai dit. Mais dans la deuxième partie, elle a pris une place immense dans l'équipe. Elle est partout, elle défend, elle attaque, elle court énormément. Lucie, toi qui la connais un petit peu mieux que nous, elle a beaucoup de qualités. Est-ce que tu crois qu'elle va faire du coup partie de cette sélection, de ces 18 ? Mais je pense que le choix va vraiment se jouer entre Louise Watt et Perrine de Klerk, du coup. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Pourtant, Louise de Watt, c'est... je suis un peu revenue. En fait, c'est vraiment 2 styles totalement différents. C'est vraiment une Lou qui va faire énormément de bien pour aller vers l'avant. Elle va dribbler 5 joueuses, etc. Mais qui manque cette dernière passe pour aller vers le goal et qui manque de réalisme devant le goal. Tandis que tu as une Perrine qui défend vraiment extrêmement bien et qui va plus se trouver les passes D, on va dire. Etc. Et moi, en effet, Perrine, je la mettais un peu moins dans ma sélection avant les blocs de Pro League ici, mais je trouve que le deuxième bloc, elle a vraiment fait des excellents matchs. Elle a joué quand même contre la Hollande et contre l'Australie, où c'était totalement correct, un jeu totalement correct qu'elle a proposé. Donc ça va être très très chaud, et je pense qu'elle peut titiller Louise, bien que Louise a marqué énormément de points avant cette Pro League, mais qu'on a un peu moins vu maintenant. Ça voudrait peut-être dire du coup que Adam Commons jouerait peut-être avec 20 joueuses pour pouvoir donner du temps à tout le monde, ou tu penses qu'il n'irait pas jusque-là ? J'en ai aucune idée. J'avoue que je ne connais pas Adam à ce point-là pour savoir comment il pourrait faire jouer et tourner son équipe.
j'ai vraiment aucune idée là-dessus. À mon avis, comme c'est une équipe jeune aussi, il y a moins, on va dire, de joueuses expérimentées, je pense. Je pense qu'il va plus aller à 20. Moi ça, aussi. c'est plus mon idée. Ouais. Parce que je le vois bien utiliser une petite jeune de temps en temps et les faire goûter un peu à cette Coupe du Monde. Parce que ça, c'est important aussi pour l'avenir, je pense. C'est le débat qu'on a vu dans l'épisode 2 sur 18-20. Hein, quand on parlait avec Zim de 20, on a pris l'exemple des Panthers en disant que justement, là, si lui, il hésitait avec des petites jeunes, justement, qui ont plein de talent, mais peut-être un manque d'expérience, là, c'est l'idéal d'être à 20, par exemple. Ouais. Mais donc, du coup, est-ce qu'il Toujours prendrait pas une convaincu fille d'être, en hein. plus au milieu ou une fille en plus derrière? Ouais. Parce que je sais que Lynn, pour le moment, est blessée derrière, donc c'est aussi un peu en fonction de comment elle se sent, elle. Donc, Mais c'est Perrine, c'est ça? ouais. Perrine de Clerc, oui. Épisode 2, toi, tu disais direct, non, elle sera pas... non, Quand j'avais fait en tout cas, dans l'épisode 2, c'est ce que Lulu m'avait plus ou moins communiqué. Mais c'est vrai qu'on avait fait la numérotation des milieux, c'est vrai qu'elle elle partait pas favorite. Et maintenant parce qu'il y avait Camille Bellis, il y avait Ali Girniers, Van der Meeren qui prennent ces 3 places-là déjà. Et donc en fait, il y avait encore il y avait plus de place, en tout cas on avait fait les comptes à 20. Et Louise De Watt, elle sait pas jouer devant. Si, mais elle apporte cette beaucoup au milieu. polyvalence. En fait, il y a quand même pas mal de filles qui savent jouer vraiment sur cette ligne attaque et milieu. Il y a Lou De Watt, il y a Delphine aussi qui sait jouer, il y a Justine qui sait jouer au milieu. Il y aura peut-être une surprise aussi, une expérimentée qui ne sera pas prise pour la Coupe du Monde, parce que moi j'ai regardé les matchs les derniers, j'ai été un peu déçu de certaines joueuses expérimentées parce que on s'attendait à ce qu'elles brillent un peu plus et au final je reste un peu sur ma faim, surtout au niveau du résultat. 1, 2, on les voit en tout cas, elles terminent 3e de la Pro League, donc voilà, on joue les Pays-Bas, on prend 7-1 en cumulé quand même. C'est chaud, je trouve, contre les Pays-Bas. Je m'attendais quand même à un meilleur score en cumulé. Et je me dis, quand tu vois ce résultat, Adam, on a regardé sur le terrain et j'ai trouvé méga nerveux. Alors que d'habitude, il dit pas grand-chose. Et je sais qu'à tous les cartons, il avait envie d'un résultat contre les Pays-Bas. Ça se voyait qu'ils avaient tout mis en place pour faire un truc. Ouais. Et puis, ça roulait pas. Et donc, tu le voyais à chaque carton s'énerver, il en prenait une à part, il l'engueulait fort, et puis il passait à une autre au quart d'après. Et je trouvais ça assez bizarre de sa part. Donc ça montre aussi, moi ça m'a donné aussi cette information que lui il était chaud de faire un truc là maintenant contre les Pays-Bas, et qu'on a un peu raté le truc. Je pense pas qu'il y avait une petite battle interne contre Raoul plutôt que... Ah ouais, ça je sais pas. Mais par rapport pour le deuxième match par exemple, leur première mi-temps aux Panthers c'était vraiment... Enfin c'était dingue quoi. Genre, moi j'ai vraiment cru qu'elle pourrait prendre le nul si pas la victoire. Et c'est clair que les Hollandaises, quand elles sont devant le goal, c'est goal quoi. Et c'est ce qu'on manque clairement nous. Il y a pas cette fille comme une Ambre par exemple qui va pas se poser de questions qui est devant elle va juste shotter un peu à la Tom Bone et donc voilà quoi. Mais on a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais on les avait mis, je disais les Pays-Bas, mais là le constat Pro League, si je dis pas de bêtises, elles perdent 2 fois contre les Pays-Bas, elles perdent 2 fois contre l'Argentine, dont une fois au shootout, et elles gagnent 1 fois contre la Chine et elles perdent 1 fois contre la Chine. Et ça c'est les 4. Donc ça veut dire que les matchs contre les équipes les plus fortes, elles font 5 défaites et 1 victoire. Ouais, il ne faut pas oublier, elles ont fait 150 changements, c'est pas une équipe. Elles ont fait des tests. Elles jouent encore à 22, je crois. C'est pas plus là parce qu'Agathe est revenue encore dans le dernier bloc. Je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller jouer à 20 quoi, et de faire autant de changements? Après, le débat, il est ouvert. 18-20, je pense personnellement qu'Adam, il fera 20 parce que j'ai l'impression qu'il aime bien faire des changements, etc. Mais je trouve, en tout cas, que pour une fille, même pour un mec, faire des changements, parce que tu as raté ton match, tu sais, il y a des jours où tu es moins bien, ça arrive. Et on va te dire, en fait, tu joues pas le lendemain. Donc... Mais après, comme j'ai noté, ça va être chaud. Avec le format de la Coupe du Monde qui change, c'est plus t'es premier, tu vas jouer contre le deuxième, et c'est un match à coup près. T'as ton match de poule, enfin tes matchs de poule, tu gardes tes points de la poule, et tu joues contre les 2 autres qui sont les meilleurs. Donc la Belgique, elle va jouer... Espagne-Australie. Donc ça, c'est l'autre poule. En Panthers, là. Ah, pardon, j'étais en Lions, moi. Donc... Parce qu'on est sur le Panthers. Elles jouent l'Espagne, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Donc si elles font un nul contre l'Espagne, elles ont que 1 point si elles passent. Ou on va dire elles sont au même stade que l'Espagne. Et puis elles doivent jouer Argentine-Allemagne. L'Allemagne, ça gagne. Pour éviter la Hollande, tu dois gagner tous tes matchs. Sinon, en demi-finale, tu joues la Hollande. Ouais. Donc c'est chaud. Mais donc ici, la Pro League finalement des Panthers,
elles ont fait beaucoup de changements, etc. Donc ça donne pas vraiment non plus d'informations sur leur statut. Mais moi, juste la question que je me pose, c'est au début, on était là en mode ouais, c'est vraiment elles qui peuvent rivaliser avec les Pays-Bas. Bah maintenant, je reviens là-dessus. Il y a aussi l'Argentine, il y a aussi la Chine, peut-être pas, mais il y a de la concurrence, quoi. Il y a la concurrence, mais voilà, je reste persuadé que ces résultats, il y a une petite information à prendre, c'est que là pour l'instant, on n'y est pas encore pour cette finale de la Coupe du Monde, même si je pense que c'est encore possible. Mais du coup, il y a ces shootouts à bosser, on a vu Elodie Picard qui revient, donc ça c'est bien aussi. On a vu des petites jeunes qui sont hyper bien débrouillées, donc c'est déjà une bonne info aussi. Et après, voilà, il faut que cette sélection tombe pour moi le plus vite possible. Apparemment, c'est pas du tout ce qui est prévu, donc ça c'est dommage. Mm-hmm. Parce que c'est hyper sérieux. Je sais pas si Lucie, t'avais déjà eu ça avant, mais moi, donc ça fait ici quelques temps que je m'intéresse de plus en plus aux Panthers avec le podcast, etc. Et là, si je comprends bien, quand on dit tous les noms, c'est hyper sérieux en fait la sélection. Genre, personne n'essaie de dire maintenant exactement ça va être quoi. Est-ce qu'il y avait déjà ça avant, ou avant c'était plus clair, on savait, on était là, ouais, c'est bon, peut-être on hésitait en une ou deux. Je vais pas dire que c'était plus clair parce que c'était souvent moi qui étais. Mais oui, je pense que fatalement, les filles, elles augmentent de plus en plus de niveau. Il y a beaucoup plus de jeunes qui intègrent l'équipe et qui peuvent avoir leur mot à dire, et beaucoup plus de coachs qui laissent la place aux jeunes aussi. Et je pense qu'avant, en effet, tu avais l'expérience qui primait énormément dans les sélections. Et le jeu fatalement qui suivait, donc c'était sans doute plus clair. Mais ici, je pense que Adam va, en reprenant les deux petites jeunes, Famke et Émilie, je pense qu'elles vont avoir clairement leur mot à dire dans cette sélection, surtout après leurs 2 blocs de Pro League qu'elles ont fait. Je pense qu'on peut vraiment les compter dedans, quoi. Du coup, est-ce que pour toi, Lucie, l'objectif... on avait tous pronostiqué une finale pour nos Panthers ici, certains l'or, certains l'argent. Du coup, est-ce que les objectifs sont un petit peu à revoir à la baisse suite à la Pro League, ou voilà, c'est pour toi juste un tournoi qui s'est un peu moins bien passé que ce qu'on l'espérait, mais ça reste quand même que de la préparation au final et ça change rien sur l'objectif final? Oui, moi je pense que la Pro League n'est pas non plus un tournoi... si, c'est un tournoi à prendre en compte, mais c'est un tournoi où il y a énormément de tests, donc à voir. Et je pense que quand l'équipe sera fixée, les filles vont être déjà beaucoup plus détendues dans leur tête. Et ils vont pouvoir bosser en effet sur les shootouts, sur le goal scoring, etc. Je pense qu'on peut garder les objectifs hauts, mais je pense qu'elles-mêmes ne savent pas encore où elles vont finir ou quels sont leurs objectifs. Je pense qu'elles sont un peu aussi dans le flou tant que la sélection n'est pas tombée. Je pense qu'elles sont dans le flou, et nous aussi. Donc tout le monde reste sur or au shootout. Ouais, non, moi je change pas non plus, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on soit un peu dans le flow au mois d'août. C'est pas maintenant qu'il faut être en forme, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, j'aurais bien aimé un petit peu plus. On l'a pas eu, c'est pas grave, mais j'espère vraiment qu'au mois d'août on sera dans le flow et qu'avec le public, avec la sélection qui sera faite, avec toutes ces interrogations de côté, on puisse... qu'on puisse aller voir des gros matchs et qu'on puisse remporter les matchs à coup près d'après-poule, parce que même la poule ça va être compliqué quand même aussi. Ouais, c'est pas évident. Rappelle un peu la poule. Espagne, Nouvelle-Zélande, Irlande. Et puis après, tu vas jouer normalement l'Argentine et l'Allemagne. Ouais, à côté. Ouais, mais après, moi, avec le public ce que je trouve et tout. par rapport à la Pro League, là, il y a eu des tests. Le championnat a duré pour certaines jusque fin mai. Et j'espère qu'il y aura aussi plus de monde dans les tribunes pour les filles, pour supporter cette équipe, parce que quand on voit le match dimanche, il y a eu Belgique-Australie en hommes, le stade était rempli, et 2 heures avant, pour les dames, c'était un peu vide, et voilà, peut-être qu'il faisait chaud, et au soleil c'est difficile, mais je pense que le public a son mot à dire, en tout cas aussi pour les filles, parce que... il y a quelque chose à jouer pour cette équipe-là. Mais par contre, ça c'est sûr, à mon avis, que Coupe du Monde, je suis quasi sûr que le stade il va être rempli, que ce soit pour les Panthers ou les Lions. C'est une Coupe du Monde en Belgique. Au vu des échos qu'on a un peu, je pense que les gens ils seront présents, ça j'ai pas de doute. On est tous d'accord là-dessus pour dire que vous avez un rôle à jouer dans cette Coupe du Monde. Voilà, qui referme maintenant le volet des Panthers. Je voulais quand même remercier Ladbrokes Live de pouvoir nous permettre de faire cette belle émission ici dans ces beaux studios. Vous n'avez pas oublié qu'il y avait un petit concours abonné. Il y a plein de petits cadeaux à gagner. On a tiré les vainqueurs par rapport aux beaux sujets que vous avez proposé dans les commentaires. N'hésitez pas
à vous abonner sur TikTok, Insta, sur Spotify, sur YouTube. On est partout et on a besoin de vous pour briller et pour pouvoir parler de ce sport qu'on aime tant. Et on va d'ailleurs arriver sur le gros débat du jour. On a parlé du flic qui a bien créé le débat sur les réseaux. Cette fois-ci, c'est le PC moderne. Est-ce qu'il est trop dangereux ? Est-ce qu'on doit changer une règle ? J'espère que vous avez eu des petites idées farfelues pour nous proposer des changements de règles. Est-ce que pour vous, le PC est trop dangereux ? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il le soit moins ? Qui veut se lancer dans l'arène ? Moi, j'ai un truc à proposer. Que tous les slippers doivent sortir en 1 pour voir un peu ce que ça fait de se faire mitrailler. Parce que franchement, surtout en homme, quand je vois un Alex Hendricks, quand on voit des buses et que ça fait un pana au gardien, il n'a même pas le temps de bouger. Je trouve que c'est hallucinant, quoi. Donc, je sais pas ou simplement dire à Alex Hendricks de plus tirer, parce que je crois encore la dernière le dimanche, c'était un avion de chasse. Après... enlever la phase, c'est enlever l'ADN du hockey. Ça fait partie du hockey. Il y a 30 ans, on pouvait encore rentrer dans le cercle, stopper la balle de la main presque et on shotait en l'air. Donc, et le gardien n'avait pas de casque. Et le gardien, il n'y avait pas de plastron ou quelque chose comme ça. Mais je pense une règle qu'on peut mettre en place, et on l'a fait pour le shot, c'est le tir ne peut aller que sur la planche. Et ça, évidemment, ça va changer la dynamique du PC, si je peux dire. Après, je trouve qu'aussi... les équipes sortent de mieux en mieux, n'ont pas peur et sont beaucoup mieux équipées. Quand je vois Victor Wenier, il a des jambières, elles font... Robocop. Elles font 2 cm d'épaisseur. Il met encore par-dessus des protections pour ses chaussures. Et il prend 3 slips, je crois, de l'Australien. Il bouge pas, hop, il retourne dans le goal. Donc. Et c'est un choix aussi de se dire, je sors ou je sors pas. Donc... C'est compliqué, elle est dangereuse, c'est vrai, surtout encore plus chez les jeunes, parce que chez les jeunes, parfois on calcule pas trop son shot ou son swing. Ouais, le geste est moins contrôlé, donc c'est... Mais ici, si on dit à Hendricks, voilà, tu peux marquer que sur la planche, ça change un petit peu. Du coup, le gardien se couche comme sur le shot. Oui, ça n'aura plus aucun intérêt. Tu fais que sur la planche, t'as le gardien qui se couche et les line stop ils se mettent comme ça, couchés comme ça, ils attendent. Quand Hendricks va se léper, le gardien il peut se coucher et t'as quelqu'un qui vient la dévier, j'en sais rien, je sais pas. Tu m'as demandé une idée farfelue, ça c'est farfelu. Peut-être qu'on va retourner sur des terrains sablés, donc le problème est résolu. On va pouvoir passer au shot sur PC. Non, mais c'est vrai, la phase est difficile à. Ouais. Mais moi, ce que je trouve, et tu l'as dit, ce qui est cool, finalement, c'est qu'on voit que que le PC, c'est génial, mais que ça défend beaucoup mieux qu'avant, quoi. Maintenant, ça défend quand même hyper bien. Alors oui, il y a des moments où tu sais rien faire, c'est bien tiré. Comme un coup franc football, quand il est bien tiré, il est bien tiré. T'as beau mettre ton mur comme il faut, t'as même le regard du monde, il est bien tiré, c'est goal. Sur PC aussi, mais tu vois que les équipes cherchent de plus en plus à comment bien défendre ces fameux PC, etc. On se trouve ça cool. Et en plus, le PC, moi je regarde parfois avec des potes qui n'aiment pas le hockey, il n'y a rien à faire, ce côté excitant du PC où la balle elle peut aller n'importe où, tu peux envoyer une lucarne, une planche, quoi que ce soit, c'est quand même hyper gai, quoi. Est-ce que la règle du coup, qu'il faudrait changer peut-être, ou le moyen à penser, est-ce que ce serait pas de dire il faut juste mieux protéger les défenseurs et on pourrait avoir... je sais pas moi, je pense à Olivier Nonon d'un coup, avoir un mini plastron pour le gars qui se trouve sur la ligne. Un deuxième gardien, quoi. Non, mais il peut pas la toucher du corps, et si c'est à moins de 5 mètres, c'est faute parce que c'est jeu dangereux en fonction de la hauteur. Si le gars est sur sa ligne et qu'il la touche du corps, ça devient un stroke, mais au moins il est protégé. Est-ce que c'est pas juste la sécurité qui doit être améliorée ? Ou alors une autre idée, c'est simplement si tu touches le sorteur 1 au-dessus du genou, ça veut dire que c'est un jeu dangereux volontaire et tu prends une carte. Ouais, c'est ce que certains... C'est pas Yip Janssen qui en parlait dans un podcast. On disait maintenant on est censé à notre niveau savoir maîtriser notre hauteur de balle. Si c'est jeu dangereux, tu prends une verte ou une jaune pour ça. Et peut-être qu'avoir une verte de 2 minutes, ce serait peut-être une bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, moi je trouve ça pas mal. Après, je trouve qu'on a toujours... même dans les tournois internationaux ou même en Belgique, les arbitres ont toujours eu il y a toujours une règle pour les protections, elle peut pas dépasser, elle peut pas faire ci ou ça. La même couleur. Ouais, ou la même couleur, tous ces trucs-là. Pas l'acheter sur l'arbitre aussi, parce qu'il a failli avoir eu en Pro League, il a failli avoir le cas. On l'a eu contre le White d'ailleurs en barrage. Mais ça, j'ai jamais compris pourquoi on diminuait un peu la sécurité
au profit d'autres choses, ça, je trouve ça quand même bizarre. Mais déjà au tout début, c'était 40 secondes et puis tu n'avais plus ça le temps. Aussi, ouais. Maintenant, ça va un peu mieux parce qu'on leur a dit bon, laisse-moi mettre mon gant, c'est pas possible. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut garantir la sécurité. Alors, il ne faut pas exagérer en effet, parce que c'est vrai qu'il y en a qui mettent maintenant des gants hyper gros, qui font quasi au line stop, ils mettent quasi un gant de gardien et Eric la sorte. Ouais, ok, bon là, il faut régulariser le truc, mais voilà, on ne doit pas empêcher le joueur de se protéger, en tout cas avec un truc sur son genou ou pas. Parce qu'en effet, pour moi, la protection genou, en fait, on ne devrait même pas la mettre parce que ça ne devrait pas arriver. Si on autorise la balle sur la planche, on sait que si tu touches le genou, c'est que c'est un geste volontaire. Donc en effet, on pourrait punir le joueur là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un... Ça t'arrangerait pas parce que tu ne te lèves pas beaucoup en l'air, toi. Si, ça dépend. Justement. Si, t'as pas vu tourner les vidéos sur... T'as pas vu cette story hier, il a mis de Lulu, hein. Non, j'ai pas vu. Non, mais bref, ouais. Non, mais à mon avis, ça se passera jamais parce qu'en effet, c'est l'ADN du hockey. Et puis, il y a trop de... en effet, les joueurs comme Gonzalo Payat, comme Hendrix, comme Tommy Doméné. C'est déjà même pas où il la met. Voilà. Donc, c'est... Ah ouais. En effet, sanctionner... On a mis des goals. il a quand même fait un accident avec Joanna Beckers où il la met dans l'œil, elle va 4 mètres à côté. Et 2 mois après, il l'a refait sur Elliot Van Stredon. Donc il y a des choses quand même... à un moment donné, il faut aussi empêcher ça pour que ça n'arrive plus, quoi. Ouais. Il y a aussi une chose qui pourrait peut-être changer. On l'a eu il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand. Cause, à mon avis, tu l'as connu au niveau international. C'est la valeur du but qui change. 2 points pour un goal de plein jeu, 1 point pour le PC. Est-ce que c'est pas là aussi une manière de dire, bon, quand on arrive dans le cercle, on cherche plus le PC et on va essayer de mettre un vrai goal? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Moi, ça me paraissait bizarre parce que on joue plus au même jeu, quoi. Il y a eu ce test en EHL, mais ça a été catastrophique parce qu'il y a des matchs qui sont terminés avec des scores 14-2. Et puis tout le monde donnait le PC, elle sortait des 25, donc ça veut dire que tu peux shotter, ils arrivaient, shootant en l'air. En fait, ça va juste changer toutes les stratégies, etc. Quoi. On n'est pas en NBA, hein, on met pas des 3 points, 2 points. Non, mais pour moi, le PC, c'est une question de sécurité. Comme l'a dit Lulu, si le sorteur 1, il doit pouvoir défendre la balle et on doit être bien protégé, c'est tout. Pourquoi pas uniformiser la protection, qu'elle soit correcte pour tout le monde, qu'on puisse se la procurer quelque part, je sais pas. Que la Fédé mette une protection sur tout le monde. Mais c'est vrai que c'est absurde de pas avoir le temps de mettre un gant, qu'on te dise non, t'es pas dans le temps. Parfois, En championnat, il faudrait peut-être arrêter le temps sur PC, non? Moi, je trouve que c'est un truc qui on perd parfois 1 minute, on dépasse les 40 secondes. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter le temps sur PC? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les arbitres ont trop à faire, donc ils ne savent pas faire ça. Malheureusement. Arrêter le temps? Non, mais ils disent que c'est le MO qui doit le faire, alors que dès que tu as un PC, tu appuies sur ta montre et c'est fait. Mais après, les arbitres restent les arbitres. Donc, Oui, mais il y a celui qui est le 3e arbitre. Le MO, mais ils gèrent les coachs et les changements, et donc ils ne savent pas faire ça. Tu voulais dire quelque chose? Non, je comprends pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi, moi. Pourquoi on stoppe pas le temps? Comme ça, au moins, ça règle tous les problèmes et tout le monde a le temps de mettre ses équipements et voilà. Après, moi, je dis, je sors pas sur PC, donc j'ai bon dos de parler des PC, mais il y en a qui sortent un ici. Voilà. Non, moi je suis en 2 ou 3 et parfois ça fait un peu mal. Ouais, j'avoue, toi, en 2 ou 3, c'est quand même chaud aussi. Après, je suis pas content d'être sur la ligne. Hein. Si t'es dans le goal et que tu prends une pêche de Hendrix, voilà. Mais... T'es placé où, toi, sur PC? Sur la ligne. Ah, t'es line stop. Bam. Du coup, si vous avez une dernière chose à ajouter, une dernière petite idée, sinon on peut passer au sujet suivant pour le PC. En tout cas, on peut un petit peu répéter en disant que soit il y a cette valeur du but qu'on peut changer, mais bon, ça n'a pas l'air d'extasie beaucoup de monde ici autour du plateau. Peut-être sécuriser un petit peu plus les joueurs sur PC ou alors sévir en cas de jeu dangereux. C'est une possibilité. Aussi, à vous de nous dire, évidemment, le premier est arrivé, voilà, j'en ferai plus, un seul, dans les commentaires sur YouTube, notamment pour nous dire ce que vous en pensez de ce PC. C'est l'heure, mon cher Tanguy, de remettre des cadeaux à nos abonnés. On a eu un grand concours pour les 1000 abonnés. On est déjà presque 1200, donc le concours a fait son effet. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais c'est pas tout, il faut continuer. Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, je vous le disais. Et on a aimé aussi le fait que vous ayez proposé des sujets très intéressants. Il y en avait beaucoup, cause on aurait pu en choisir 10. Tellement il y avait de la qualité, mais on en a retenu 3.
Le premier, c'était pour un maillot des Red Lions, un grand maillot, le numéro 32. Mais Diem avait une question d'ailleurs sur ce numéro pourquoi 32. Parce que c'est le même numéro. C'est une bonne Pourquoi question. est-ce que Garance Cousins a aussi ce numéro? Ouais, ça c'est plus familial, mais moi j'avais choisi le 32 à l'époque parce que, c'était le seul numéro de libre en équipe nationale. Ça commence. Voilà, je me disais qu'il y avait un truc du style. 2, je suis un grand fan de Carlos Tevez, joueur de football classé à l'Argentine, et il avait le numéro 32 à Manchester City. Ok. Grand fan de Beckham aussi, qui a pris le 32 dans ton grand club, D'où du PSG. D'où le 32 chez moi. Donc voilà, Voilà. donc on est liés. Voilà, c'est Allez, beau ça, ça. c'est beau. On fait la paix. Et du coup, pour le maillot Red Lions, eh bien, on a choisi ce sujet qui nous paraissait très intéressant, qu'on ne traitera pas aujourd'hui car il mérite une bonne préparation. Ouais. C'est comment est-ce que le hockey belge peut sortir du mécénat. Donc le mécénat en grande ligne, c'est le fait des gens extérieurs à un club qui vont donner une fameuse somme d'argent pour que des joueurs puissent y jouer. Donc c'est vraiment du pur, on en parlait avec PDM il y a quelques mois, l'argent. Eh bien, du coup, là, c'est vraiment un gros phénomène dans les clubs, le fait de pouvoir autant favoriser une équipe en lui donnant autant d'argent. Donc, du coup, c'est un certain Guillaume Voix 3 sur Instagram qui l'a gagné. Guillaume Van Nooy, si je ne dis pas de bêtises. Vous connaissez? Que je pense que je connais, qui a joué à Linkebeek, je crois. Dans ces eaux-là, Linkebeek, si je dis pas de bêtises, il me dira si je me trompe ou pas. Ça, c'est le premier cadeau. Bravo à lui. Ouais, bravo. Et très beau sujet qu'on préparera avec beaucoup d'assiduité. Deuxième cadeau, un joli stick qu'on va peut-être sortir de son emballage. Tanguy, allez, sors-moi un petit peu ça du bazar. C'était pour un autre sujet très important qu'on débattra, si je dis pas de bêtises, bientôt, si ça se trouve, c'est à la fin de l'émission, si on a le temps, on espère, parce qu'il faut se dépêcher un petit peu. C'est comment protéger les jeunes des petits clubs pour aller ne pas se faire piller par les grands clubs. On sait que c'est évidemment difficile pour beaucoup d'équipes d'aller développer pendant quelques années des joueurs, et puis au moment de vouloir un petit peu plus grand, on se fait facilement piquer par les grosses écuries. C'est Inès Dezeux qui nous avait proposé ce joli sujet. Ça, c'est le Primrose, ça je connais très bien. Okay. Inès Dezeux, voilà. Donc on est aussi dans les petits clubs, du côté du cercle. On n'est pas seulement pour l'ADH. Un joli stick et live pour marquer plein de goals. Et je sais qu'Inès, en plus, elle a un gros shot. Donc voilà, ça permettra de passer à travers les lignes. C'est les gens que tu connais qui gagnent. Une bonne marmite, quoi. Voilà. Et puis, on a eu le concours Tao. Qu'on remercie évidemment de nous accompagner dans cette belle aventure aussi. Le concours Tao qui est gagné par Charles Hannecar, un petit jeune peut-être du côté de Loré, je m'avance un petit peu en terrain inconnu, mais qui nous avait lui aussi proposé un sujet par rapport aux jeunes. Comment est-ce qu'on encadre les U19 pour qu'ils puissent s'intégrer dans les équipes premières? Un sujet très intéressant qu'on traitera aussi plus tard. Il y a de quoi faire avec de tels spécialistes autour de la table. Donc voilà, on se voit dans les DM sur Insta pour pouvoir s'arranger pour récupérer vos beaux cadeau. Merci de nous avoir suivis pour cette première partie d'épisode. On vous a refait le coup. On a tellement discuté pendant cette bonne heure et demie ici tous ensemble. On s'est dit qu'on allait encore couper cet épisode en deux. Voilà, pourquoi pas. Ça nous permet de vous divertir pendant plus de temps et de faire un petit peu jouer le manque. Vous savez que c'est important toujours dans une relation. Il faut faire un petit peu jouer le manque pour aller prolonger le plaisir. Merci à Ladbrokes Live et à Tao de nous accompagner dans cette belle aventure. On se retrouve très rapidement pour la deuxième partie. Merci de votre soutien. Ciao, ciao.